Et pour introduire cette conférence, je vais laisser la parole à Michel Dubois, conseiller scientifique, expert référent sciences de l'agriculture à Unilassal et bien sûr administrateur, ancien administrateur, nouveau ancien administrateur d'Agridé, et qui a contribué, participé aux travaux, aux réflexions d'Agridé pendant au moins 10 ans, et que j'ai eu le plaisir de côtoyer pendant mes premiers mois chez Agridé avec beaucoup de plaisir, des réflexions vraiment très intéressantes. Donc, cher Michel, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler évidemment d'agriculture génératrice puisque c'est le sujet, mais je vais la positionner quand même dans un grand environnement intellectuel et pratique et concret et agricole dans lequel il s'insère aujourd'hui. Donc, je vais vous parler d'agroécologie, d'agriculture de conservation des sols, de semi-direct sous couvert végétal, d'agriculture du vivant, d'agriculture régénératrice, etc. Et la question, c'est est-ce que c'est une révolution agricole ou c'est du marketing, en effet. Alors moi, je viens de lire hier un article qui ne mettait pas marketing, qui mettait greenwashing. Oui. Donc, je préfère un terme marketing qui me paraît plus neutre. Alors, un rapport sur l'agroécologie, donc c'est quand même vers la fin des années 80. On va quand même se rendre compte que c'est... De manière générale, toutes les dates que je vais vous donner, les noms, les références que vous voyez en bas, sont des références scientifiques. J'essaye d'éviter toutes les références qui viennent de tweets, de Facebook, de tous les réseaux sociaux. Je vais chercher les sources à l'origine. L'expérience montre que parfois ça crée des grosses différences. Donc c'est surtout Miguel Altieri, là, qui est devenu, je vois pour tous les chercheurs sur le sujet, le référent d'avoir mis dans le langage académique le terme agroécologique. Non, c'est pas mieux. Et donc ça, c'est quand même le référent dans les années 80. Michel Griffon a fait une sorte de rupture avec son agriculture écologiquement intensive en présentant qu'il fallait absolument produire de manière durable. Parce que quand même, entre l'agriculture agroécologique et autres, l'agriculture bio, on finissait par risquer d'oublier qu'il faut produire quand même. Il faut produire, et il faut pour produire, il faut qu'il y ait des agriculteurs qui produisent, il faut qu'il y ait des agriculteurs qui ont les moyens de le faire. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bon. Et la thèse d'Elsa Berthet, par exemple, qui est une thèse soutenue à l'INRA, pour ceux qui pourraient la lire, bon, je l'ai quand même citée parce que je trouve qu'elle est importante, mais la chose à savoir, c'est que cette thèse, elle montre que l'efficacité de l'agriculture dans une vision agroécologique est assez complexe parce qu'il y a une contradiction théorique entre écologie et agriculture. Ben oui, il y a une contradiction entre un agrosystème qui fonctionne tout seul et le fait de devoir produire. Même si vous utilisez les fonctionnalités de tout ce qui est l'agrosystème, de tout ce qui est la nature, vous l'utilisez pour vous déplacez le système quoi qu'il arrive. Et à un moment donné, il faut bien être conscient de ça. Quoi qu'il arrive, le seul fait qu'il y ait des humains, à partir du moment où ils ont démarré l'agriculture, ils ont fait des déplacements de l'ensemble écologique. Alors la FAO, elle a une définition qui est un peu bateau, mais qui est générale. C'est que ça se termine toujours par produire plus avec moins. C'est l'ensemble des moyens, évidemment, des approches intégrées, qui utilisent, qui appliquent. Je vous l'ai mis par écrit, concomitamment les notions, évidemment, de écologique. Encore que là, je vous les ai dit que c'est très complexe au niveau. Appliquer vraiment l'écologie et l'agronomie, mais on fait concorder tout ça, on intègre et on produit plus avec moins. Voilà, c'est comme si c'était très facile. Et je voudrais vous rappeler quand même que l'agriculture, c'est pas que l'agroécologie, c'est pas que juste les problématiques des agrosciences. Il y a quand même 5 grands pôles.
5 grands pôles. Je vais commencer donc par ceux dont on parlera pas après. Le breeding, c'est l'amélioration des plantes et l'amélioration des animaux. La révolution verte n'aurait jamais eu lieu si on n'avait pas mis en place l'amélioration des plantes et l'amélioration des animaux. À droite, vous voyez les technologies, tout ce qui est technologie de toute nature qu'elle soit biologique, technique, organisationnelle, électronique, mécanique. Et là aussi, on ne pourra pas s'en passer. Si vous voulez faire une agroécologie où on va tout travailler à la main, pourquoi pas? On peut revenir à autrefois. Alors vous voyez avec qu'on est les 4 millions de personnes en France et qui sont prêtes à venir retravailler la terre. Minimum 4 millions. Je crois que ça ne marchera pas. Donc il vaut mieux penser que les aspects techniques sont vraiment très importants. En bas, je vous ai mis à droite l'agriculture de précision qui se définit en 2 mots. L'agriculture de précision, de toute façon, c'est agir là où il faut, quand il faut. Point final. Et évidemment, ça va s'appuyer sur tout le reste. Et alors, on a les 2 points cruciaux qui nous intéressent là maintenant. C'est d'un côté ce que j'appelle les new agrosciences, c'est-à-dire toutes les nouvelles connaissances qu'on a quand même accumulées en l'espace de 40 ou 50 ans. On en a accumulé beaucoup, il ne faut pas croire. Il y a énormément de recherches. Il y a des dizaines de milliers de publications tous les ans. Les nouvelles agrosciences, les nouvelles méthodes. Et ce que j'ai rajouté, là c'est un peu ma touche personnelle aussi, ce que j'ai mis, ce que j'appelais le green care. Le green care, c'est le fait de reconnaître que l'agriculture a quelque chose de semblable et de voisin avec la médecine. C'est-à-dire, dans la médecine, on soigne des humains et on cherche à faire qu'ils se portent bien. En agriculture, on soigne les plantes. Et les animaux en passant aussi. Mais on est quand même dans une relation de soins. Parce qu'on l'oublie un peu trop et on oublie de le dire au grand public. L'agriculture, le green care, c'est très important parce que sans green care, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de production. Les plantes produisent, les animaux produisent, ils sont à la fois nos alliés et la production qui en résulte. Alors, maintenant, une grande vision théorique de très haut, c'est le nouveau paradigme. Qu'est-ce que c'est? Je peux vous le dire, il est très simple. Le nouveau paradigme, ce qui est en train de se mettre en place, et ça fait quand même je dirais, on est à 25 ans maintenant, ça commence vraiment à se mettre en place, c'est produire durablement. Et on pourrait dire soutenablement. C'est-à-dire que la production qu'on fasse puisse être faite de telle sorte que les successeurs pourront reprendre les moyens qu'on a mis en place et les modifications qu'on a apportées dans le système, parce que quoi qu'on fasse quand on produit, on modifie aussi. Et c'est donc savoir reprendre, et de génération en génération, de succession en succession, on continue à pouvoir produire. Et ça, cette intégration de la durabilité, il faut se rendre compte que c'est quand même important, c'est complètement nouveau. On n'imaginait pas qu'il y aurait un problème à vouloir produire comme on veut. Et pourtant, Platon nous avait déjà prévenu. On a quand même quelques textes bien précis qui montrent qu'ils avaient bien conscience de ce que c'était que l'érosion des sols, par exemple, et la disparition des sols, il y a déjà 2400 ans. Donc, d'un côté, on a eu une agriculture dite intensive. Moi, je ne vois pas pourquoi on va reprocher à l'agriculture d'être intensive et pourquoi on va lui reprocher d'être productive ou productiviste, même si on veut. Et puis ensuite, pour changer les mots, alors on a dit raisonner, durable et tout, mais de toute façon, il faut une agriculture intensive. Pour produire, on était moins de 3 milliards. C'est un truc qu'on oublie un peu. En 1946, on n'était pas 3 milliards. C'était 2,8 milliards à peu près. On est 7,8 milliards aujourd'hui. En gros, on a multiplié la population par 3 en 80 ans. Bon, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais connu ça. Alors, multiplier la population par 3 dans un temps si court, on n'a jamais vu ça. Mais surtout qu'en plus, on fait ça quand? On fait ça à un moment donné où déjà on est nombreux. Parce que si vous multipliez par 3 la population dans un temps comme ça, quand on est 50 millions, ça passe à 150, c'est pas dramatique. Ce qui s'est passé avec l'agriculture, quand elle est arrivée, en 1000 ans, on est passé de 5 millions à 150 millions, à peu près, en 3000 ans.
Alors on se dit, oh, ça a beaucoup cru, oui, 3000 ans. Là, nous, on fait tout en 80 ans. Donc, et avec quantitativement quelque chose de monstrueux. Donc, nous pesons maintenant sur cette planète. C'est pour ça qu'on appelle les temps actuels l'Anthropocène. Et l'agriculture, il y avait initialement, évidemment, l'agriculture biologique, elle ne s'intéressait pas à la production, mais vraiment à la biologie. Je dirais au green care, elle était vraiment, elle, dans ce sens-là. Et l'agriculture de conservation des sols. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est la fusion des deux. C'est cette fusion des deux qui va faire ce nouveau paradigme. Production, protection de l'environnement, etc. Agriculture à haute performance globale. C'est l'enjeu d'aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est réellement une rupture paradigmatique, mais sauf que ça se fait. Ça se fait pas si rapidement que ça se fait par étapes, ça peut se faire avec des débats et tout. Et la grande question, à un moment donné, on parlera, c'est quel vocabulaire employer. Alors, tout le monde le sait, l'Anthropocène, marqué par le changement climatique. Et comme je vous l'ai écrit ici, le changement climatique, c'est dû à l'action de l'homme. Et puis il y a l'autre qui répond, oui, et à l'inaction de l'homme, bien sûr. On agit, on change le climat, ben, il faudrait aussi agir dans l'autre sens pour équilibrer, mais c'est pas ce qu'on fait pour le moment. Et à l'origine de l'agriculture de conservation des sols, et de l'agroécologie, parce qu'il faut savoir que c'est quand même ça le démarrage de tous ces changements, c'est quelques grandes catastrophes qui ont eu lieu au niveau mondial. On n'en parle pas trop en Europe parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait de vraies catastrophes en Europe, sauf si on cite ce que dit Platon, qui n'est pas complètement faux, le pourtour de la Méditerranée, globalement parlant, pourquoi la Méditerranée, il y a 6 000 ans, 7 000 ans, a subi un véritable désastre écologique, puisque on a eu un effondrement de la biodiversité. Ça, c'est quand les humains se sont installés longtemps après le début du néolithique. C'était il y a 6 000 ans, quand ils ont commencé à s'installer dans toutes les îles, dans toute la région de la Méditerranée. Ils ont foutu une pagaille monstrueuse. La biodiversité s'est effondrée, mais effondré au niveau global, mais pas effondré au niveau local. Dans chaque lieu, il semblait qu'il n'y avait pas de problème. Sauf que tout avait été homogénéisé sur un immense espace. Et là, on a eu quelques catastrophes extrêmement rapides. C'est-à-dire que dans les années 20, les Américains ont perdu à peu près 30 millions d'hectares. Plus tard, ça a commencé après-guerre surtout, les Brésiliens ont fait des choix, ont voulu produire comme on produit en Europe et ont perdu à peu près 70 millions d'hectares. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La France n'a pas 30 millions d'hectares cultivés aujourd'hui. Donc, perdre 70 millions d'hectares, c'est pas rien. Ils sont en cours de régénération, il n'y a aucun doute. Et si les Américains sont un peu en avance sur les Brésiliens, c'est aussi parce qu'ils étaient en avance par la destruction et qu'ils sont peut-être plus répondants. Mais aujourd'hui, les Brésiliens ont décidé qu'ils auraient récupéré leurs 70 millions d'hectares rapidement par une agriculture justement de régénération. Et ça, il faut le savoir. Donc ce terme de régénération est ancien puisqu'il a commencé à parler en disant il faut qu'on régénère les sols qu'on a détruits. Donc c'est une belle image, moi je trouve. C'est-à-dire que on n'est pas que dans l'action, on est aussi dans la réparation. Et puis, il y a aussi des problèmes, je ne sais pas si vous êtes au courant, en Australie. Et bizarrement, ça pourrait paraître une coïncidence, mais vous voyez bien que ça n'est pas une, c'est dans ces 3 grandes régions qu'a commencé toute cette vision d'agriculture de conservation des sols, d'agroécologie et d'agriculture régénératrice. Alors, voilà une photo un peu impressionnante de ce que c'était que le Dust Bowl aux États-Unis. Quand il y a eu quand même 2 millions d'agriculteurs aux États-Unis qui ont dû fuir la région. Ils ne pouvaient même plus faire d'agriculture, ils ne pouvaient plus manger, ils ne pouvaient plus se nourrir. Ils ont fui la région. Ils sont partis en Californie et ils ont servi de main-d'œuvre à ce qui a fait, 60 ans après, la révolution technologique de la Californie, qui est devenue pratiquement l'une des premières puissances mondiales. Donc, parfois on se dit, il y a des malheurs qui peuvent avoir des effets positifs. Mais bon, il y a eu une réelle... Ceux qui ont lu les Steinbeck ou des romans comme ça américains se rendent compte que ça a été quand même une époque très difficile. Et là, l'exemple de dégradation qui peut avoir lieu en quelques années
vous vous rendez compte, au Brésil, vu le climat, ils ont des climats où il peut pleuvoir beaucoup. Si vous commencez à faire une agriculture pas raisonnée par rapport aux pluies, au rythme des saisons et tout, vous pouvez avoir des érosions monstrueuses à certains moments qui vous détruisent complètement des hectares. Là, c'est un tableau général de où en est l'agriculture de conservation des sols. Et vous voyez que l'agriculture de conservation des sols donc n'est pas d'origine européenne, qu'elle est vraiment d'origine des pays dont je vous parle. Il y a certains pays qui sont plus en avance que d'autres, mais le mouvement est de croissance très forte. Là, les chiffres que je vous donne, ils ont quelques années. Aujourd'hui, il semble qu'on ne soit plus très loin des 200 millions d'hectares, ce qui n'est pas rien. Mais la fabrication, la vente de semoirs spécifiques pour cette forme d'agriculture, qui est le semoir en fait en semi-direct, reste minoritaire. 2-3%, guère plus pour le moment. Alors là, petite considération théorique générale, ça c'est le triangle. Ce que je vous présente là, c'est le triangle de ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. C'est vraiment le terme, c'est l'agriculture de conservation des sols. Vous avez 3 piliers. C'est la couverture végétale permanente du sol, c'est-à-dire le sol est toujours couvert, même s'il pleut ou s'il fait de la sécheresse, au moins il y a le tampon, il y a la protection du sol couvert. C'est le semi-sans-travail du sol, c'est-à-dire on sème dans le sol et dans le sol qui est déjà couvert, donc il y a une maîtrise du couvert, c'est une maîtrise technique très complexe. La maîtrise du semi, qu'est-ce qu'on sème dans quel couvert? Et puis, évidemment, il y a la diversité, les intercultures, la double culture, le nombre de cultures, de rotation de culture, la durée, quelqu'un qui est vraiment dans une approche complète intégrée, parce que ça, ce que je vous présente, c'est une approche intégrée, ben, l'agriculture qui est dans cette approche, en fait, honnêtement, quand vous lui questionnez, vous faites des rotations de combien d'années? Quand il est vraiment honnête, parce qu'il n'a pas envie de raconter des bobards, il dit ben, je ne peux pas vous dire. Moi, je ne peux pas vous dire. Ben, ça dépend. Ben, là, j'ai l'impression que ça peut être de 7-8 ans, mais en fonction de ce qui va se passer, peut-être que je vais être obligé de passer à des rotations plus longues, plus courtes. Chaque année exige de réfléchir. Et là, ce genre d'agriculture, je vous l'ai marqué, c'est quelque part à gauche, vous voyez, et à droite d'ailleurs, parce que j'ai fait une publication dessus, c'est une agriculture d'élite. C'est-à-dire c'est une agriculture qui exige des agriculteurs d'être des gens d'élite. Il n'y a pas de doute, ça, il n'y a pas de doute. On ne leur demande plus d'être l'équivalent des ouvriers à la chaîne qui font ce qu'on leur dit de faire. Un agriculteur qui est dans ce monde-là, c'est un agriculteur qui prend des levées de commande de sa propre exploitation et comme tout bon dirigeant, qui demande des conseils et de l'aide, bien évidemment. Mais il n'est pas juste à répondre et à faire ce qu'on lui dit. Donc ça, c'est important à transmettre parce qu'au niveau du grand public, on a toujours l'impression que les agriculteurs, ils ne connaissent pas, soit ils sont sous la pression de lobby qui les oblige à faire ceci, à faire cela. Les agriculteurs qui sont dans une telle direction, je peux vous dire, j'en ai quand même rencontré un certain nombre, ils sont les maîtres chez eux, quand même. Et par contre, ils passent beaucoup plus de temps à réfléchir qu'à être sur leur tracteur, ça c'est sûr. Et globalement, c'est peut-être des agriculteurs qui travaillent moins apparemment que les autres, mais apparemment, parce que c'est le travail qu'ils font se voit moins. Ils ne sont pas tout le temps au champ sur leur tracteur. Eh ouais. Donc, mais c'est une agroécologie concrète, très concrète. Elle n'est pas théoricienne. D'ailleurs, un bon agriculteur de la conservation des sols souvent a plus de mal à expliquer ce que c'est que l'agroécologie qu'un chercheur qui va vous faire un grand baratin compliqué. À la fin, vous direz, ah oui, ce qui est lancé des choses, mais en fait, vous n'avez rien compris, et on n'est jamais sûr si celui à qui il a parlé le comprend autrement qu'en vocabulaire. C'est-à-dire le comprendre dans les faits, ce que ça implique, parce que c'est pas simple. La réflexion systémique, réflexive, qui exige de l'adaptation permanente, qui exige de penser évolution, croyez-moi, c'est pas simple. Et puis ça exige donc que les agriculteurs travaillent entre eux. Et moi, ce que je vois, c'est que l'agriculture de conservation des sols, c'est toujours des collectifs d'agriculteurs. C'est les collectifs d'agriculteurs, comme ils sont innovants, inventeurs, etc., parfois ils sont un petit peu isolés juste là où ils sont. Et donc qu'est-ce qu'ils font?
ils discutent avec d'autres qui sont plus loin, ils se créent des réseaux. Heureusement, grâce à Internet a énormément aidé, il faut reconnaître. Donc il y a eu je vais vous en parler après. Hein, il y a plusieurs types de réseaux qui existent, mais l'essentiel, c'est que les agriculteurs soient entre eux en interaction pour discuter et réfléchir, pour faire avancer le sujet. Donc c'est une agriculture exigeante, je peux vous dire, au niveau des compétences. Je vais vous raconter une petite anecdote, parce que je fais partie de l'association française d'agronomie. Et c'était il y a 6-7 ans, lors d'une réunion, moi j'ai dit, mais attendez, on ne peut pas parler comme vous dites. L'agriculture, le métier d'agriculteur, c'est un métier extrêmement complexe. J'avais mis les pavés dans la mare. Parce qu'après, j'ai même eu le président un ex-président, une personne qui animait, qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit « Ah Michel, non, il ne faut pas dire que l'agriculture est extrêmement complexe. Hein. L'agriculture, non, c'est un métier que n'importe qui peut faire. Quoi. Il ne faut pas exagérer. » Et moi, j'ai maintenu. Hein. Moi, je maintiens que l'agriculture, si vous voulez qu'elle soit vraiment bien faite, hein, c'est très complexe. Et c'est autre chose que de faire le petit travail technique qu'on saura faire dans un bureau. C'est plus ce que je veux dire. Et quand je fais le point, à chaque fois que je rencontre des agriculteurs sur tout ce qu'ils font, je me dis, mais je ne fais pas le quart de ce qu'ils font, moi, dans ma journée. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir une journée pleine. Comment font-ils? Non, mais je crois que c'est important. C'est important de le comprendre. Parce qu'il faut intégrer tout ça et intégrer donc la rémunération des agriculteurs qui rentrent dans cette direction-là. Oui, un dernier petit point qui me paraît très très important. Alors, c'est pas pour me vanter, mais j'ai écrit un petit article là, que vous voyez en bas à droite. Là. Alors évidemment, il est difficile à trouver, donc si vous voulez le lire, moi je pourrais vous l'envoyer. Je demande la permission à la revue. Vous écrirez à la revue. Sinon, les revues, elles font toujours tout payer. Hein, vous savez. C'est comme ça. Hein. C'est la nouvelle revue de psychosociologie. Et c'était dans le cadre d'un numéro qui était sur comment faire société autrement. Et là, moi, c'était comment faire société agricole autrement. Et le point de vue que je défendais, c'était que la dynamique des différents types d'agriculteurs est dure, parce qu'il y a plusieurs mouvements. Ça bouillonne dans l'agriculture actuellement, c'est quand même fantastique. Mais cette dynamique, elle est instituante. C'est-à-dire ce qu'elle construit a une force instituante. Il ne faut pas toujours croire qu'il n'y a que les chambres d'agriculture, les syndicats, etc. Il y a aussi les agriculteurs qui, en se coordonnant, en travaillant ensemble, sont instituants. D'accord? Alors, maintenant, rapidement, sur l'agriculture de conservation des sols, parce que pour moi, ça, c'est la base, c'est le noyau. Hein. C'est des réseaux d'agriculteurs. Vous avez plusieurs réseaux. Vous aviez l'association base, vous avez l'association APAD. Donc, je vous ai mis les dates de chacune. Hein. Le projet réseau rural qui a été construit autour de l'APAD. Vous avez le dépôt du premier label d'agriculteurs qui est au cœur des sols par l'APAD. Et puis, au niveau de l'agriculture de conservation des sols et au niveau de l'APAD aujourd'hui, parce que je dirais que c'est l'APAD qui représente ce langage-là, on a peut-être environ 3000 agriculteurs qui sont impliqués plus ou moins, de façon plus ou moins intense. Hein, si mes souvenirs sont bons, il y en a déjà plus de 200 qui ont pris le label au cœur des sols. Diane Mazur va nous en parler pendant la première. Oui, c'est pour ça que je passe vite. Ouais. Il y a l'agriculture du vivant. Alors l'agriculture du vivant, ça, évidemment, vous allez aussi avoir des gens qui vont vous parler de l'agriculture du vivant. J'ai participé, si mes souvenirs sont bons, j'avais été invité par la première assemblée générale ou la première présentation, etc. Et bon, c'est très intéressant, c'est un mouvement relativement nouveau, hein, parce que si mes souvenirs sont bons, j'ai mis 2018, parce que moi c'est vraiment le souvenir de la date que j'ai, mais j'ai vérifié sur Internet, bon, je ne pense pas m'être trompé, ça fait 4 ans, donc c'est récent. Mais elle s'appuie sur des agriculteurs qui pratiquent de l'agriculture de conservation des sols. J'ai même vu des agriculteurs du réseau base et des agriculteurs du réseau APAD qui actuellement sont des promoteurs de l'agriculture du vivant. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit, c'est un réseau de plus. Mais alors,
quel est l'avantage de ce réseau agriculture du vivant? Pour ceux qui ne sont pas au courant, ben, l'avantage, c'est que leur projet, c'est le travail en filière. Alors, le danger pour moi, quand on a un travail en filière, c'est d'accord, très bien, mais qui paye? D'où vient l'argent? Évidemment. Voilà, hein, c'est bien ça. Et je crois que la question va être là, hein, c'est-à-dire qui finance, qui est aidé, qui fait les travaux réels, etc. J'ai bien compris que c'était le sujet d'aujourd'hui, c'est pour ça que moi j'insiste, parce que déjà à l'époque j'avais dit il y a quelque chose qui ne me va pas, c'est que les agriculteurs qui sont en agriculture de conservation, ils ont besoin d'argent. Alors si évidemment ils ont de l'argent qui vient de l'aval et qui les aide pour faire leurs travaux, génial. Hein. Mais il va falloir bien savoir si c'est ça ou pas. Hein. Voilà. Laisse des choses à dire à nos invités. Comment? Laisse des choses à dire à nos invités. ok, d'accord. Bon, bah alors donc, je vais laisser des choses à dire aux invités. J'ai fait un long texte là-dessus. Et je vais donc juste me concentrer sur un aspect. Alors chaque fois que vous voyez en bas de l'italique, c'est parce que c'est les références. Hein, c'est les références. Je vais dire que si j'avais à défendre le terme d'agriculture de régénération, moi j'aurais qu'un seul mot, c'est-à-dire que grâce à la crise climatique et à la nécessité, vraiment la nécessité de pouvoir stocker du carbone, et donc de régénérer les sols par pénétration de carbone, le mot régénération me paraît excellent. Voilà. Je dirais que j'ai beaucoup pensé à ça parce que on a eu des discussions à la SAF, c'était oui mais régénérer, ça veut dire que c'était dégénéré avant, etc. Enfin, il y a eu du débat en interne. Comment? Il y a eu du débat en interne. Il y a eu du débat en interne, hein, je peux vous le dire. Donc ça, j'ai bien noté. Et non, mais j'étais dedans aussi. Hein, j'ai entendu tous ces trucs-là. Et je me suis dit, mais c'est vrai, il faut quand même justifier le terme de régénération. Et le terme, c'est vraiment justifiable quand on pense au Dust Bowl, quand on pense à ce qui s'est passé au Brésil, en Australie, et maintenant aussi, d'ailleurs, dans certains territoires européens. Hein. Il ne faut pas non plus y croire, hein, même si c'est moins violent. Il nous faut régénérer nos sols au maximum. On a besoin de les régénérer en leur faisant arriver du carbone. Et ce d'autant que ça, on le sait. Je prends la France. Le taux de carbone dans les sols depuis 50 ans, hein, en France, il a globalement baissé presque partout. Même s'il n'est pas encore catastrophique, il a baissé presque partout. Donc, comme de toute façon, je crois que tout ça sera accessible, je n'ai pas besoin de reprendre tout. Mais je dirais que dans la vision de l'agriculture régénératrice, je ne vois pas trop de différence par rapport aux visions de l'agriculture du vivant et à la vision de l'agriculture de conservation des sols. S'il y avait un problème, je vais vous en parler après, je pense que le petit problème délicat, tout le monde le sait, c'est le glyphosate, hein, et que c'est la manière de parler du glyphosate qui a peut-être posé plus de problèmes qu'autre chose. Et alors, juste une chose, c'est que les agriculteurs, par exemple de la PAD, enfin de la PAD et l'agriculture de conservation des sols, qui est accroché là-dessus, a eu peut-être une posture un peu maladroite vis-à-vis du glyphosate, en disant mais on ne peut plus faire d'agriculture de conservation des sols si on n'a pas droit au glyphosate, ce qui est vrai. Mais peut-être qu'il aurait mieux valu dire écoutez, le glyphosate, dans certaines conditions, est extrêmement important pour pouvoir arriver à protéger les sols et à nous faire avancer en agroécologie et vraiment faire cette révolution nécessaire de protection des sols. On trouvera des solutions sans glyphosate à terme. Laissez-nous le temps et on vous le dira quand est-ce qu'on arrivera pas à pas à nous débarrasser du glyphosate. Mais pas d'interdiction, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Juste faire confiance aux agriculteurs qui vont aller dans la bonne direction et feront qu'un jour, on va baisser régulièrement. Et ce, d'autant quand même que, ça c'est entre nous, le glyphosate, la preuve réelle du risque du glyphosate n'est pas vraiment démontrée. Hein. Ce qui a été plus ou moins montré, c'est là où il peut y avoir là où il peut y avoir danger. Et comme vous savez, le danger et le risque, c'est pas le même concept. Il y a des choses extrêmement dangereuses qui n'ont
quasi jamais lieu nulle part, donc c'est pas grave. Hein. Et on peut imaginer extraordinairement des choses extrêmement dangereuses, une énorme météorite, plein de trucs. Mais si elles n'ont pas lieu, elles n'ont pas lieu. Et il y a parfois des cas où on peut imaginer un danger quelque part, mais dans les conditions pratiques et tout, on ne voit pas. Alors, voilà, je vais juste insister sur les conclusions, auxquelles je tiens. Hein. Je peux vous dire que c'est d'abord que le débat technique et scientifique entre les trois pôles, si je puis dire, ou les trois représentants, ou les trois associations, parce qu'en fait, c'est toutes les trois des associations, me paraît stérile, très franchement. Hein. C'est stérile, et qu'il faut arriver plutôt à s'entendre et à avoir finalement arriver à sortir, parce que ce n'est pas un débat technico-scientifique, ça c'est sûr. C'est plutôt... oui, les objectifs sont les mêmes. La relation avec les centres académiques, aujourd'hui, s'améliore. Peut-être que vous ne saviez pas, mais l'agriculture de conservation des sols n'est pas venue. Enfin, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez dû vous dire, tiens, c'est pas trop venu, en fait, des centres académiques. En tout cas, pas en France. Donc, c'est arrivé par l'agriculture. C'est ça qui est intéressant. Il faut quand même le noter. Donc, il ne faut pas négliger ni mépriser la posture des agriculteurs qui sont accros sur leur posture et qui ne veulent pas en démordre, parce que parfois, moi j'ai déjà entendu, l'inconvénient avec les gens de l'agriculture de conservation des sols, c'est qu'ils sont trop militants, la discussion est trop difficile avec eux. Ben oui, mais ils n'ont qu'à comprendre que ça fait parfois 25 ans ou 30 ans qu'ils luttent tout seuls, alors qu'ils ont presque tout le monde contre eux, y compris les scientifiques chez nous, qui sont ici opposés. Ils sont allés chercher des informations en Amérique, en Océanie, en Amérique du Nord, du Sud. Quand je vois, j'en connais un certain nombre d'anciens, chapeau, c'est des vrais entrepreneurs, c'est des vrais créateurs. Donc les moteurs de cette transformation, c'est d'abord les agriculteurs. Et ce que je voudrais, c'est que dans tous les débats qui auront après lieu, il y ait une sorte de respect, disons, et de reconnaissance que les compétences, les savoir-faire appartiennent à ces agriculteurs et c'est eux qui les connaissent. De manière générale d'ailleurs, en agriculture, de plus en plus, les agriculteurs sont vraiment au cœur du système et les conseillers qui les aident devraient se sentir plutôt d'égal à égal. Moi, je me rends compte, je suis pourtant chercheur, je pourrais avoir l'arrogance que beaucoup de chercheurs que je connais ont et qui vous donnent des conférences pour vous expliquer quand vous avez tort ou quand vous avez raison. Et bien là, je trouve que il faut sortir de ce débat-là. Il faut rentrer dans un débat où les agriculteurs ont toute leur part, parce que c'est eux, de toute façon, qui feront cette révolution. Merci Michel. Merci. Merci de votre attention. Merci d'avoir planté aussi bien et aussi longuement le décor.